des masses de gens sont sortis pour cesser le feu, pour cesser le massacre. On les a traités d'antisémites, on les a traités de soutenir le Hamas. Mais même ceux qui n'ont pas participé à la marche. À la GEC, la marche. À la GEC, la marche. Dieu marche. La France a eu une histoire très compliquée et très avec les Juifs. Et ça a participé depuis cette histoire-là. Ils ont cette culpabilité d'avoir collaboré, d'avoir participé à cette. Donc il faut se rattraper quelque part. Enfin, même pas se rattraper, mais ils n'ont pas eu d'autres réactions que. Pendant très longtemps, la France a eu une politique par rapport à ce conflit-là très équilibrée. À l'époque de Mitterrand, à l'époque de Jacques Chirac, a été très équilibrée. D'ailleurs, sa position pour la guerre d'Irak qui était légendaire et qui a fait rentrer Dominique de Villepin dans la légende et d'avoir pas avoir accepté. Et ça, c'est exactement ce qu'a vécu Israël selon le narratif d'Israël. Les États-Unis ont vécu une attaque terroriste sur le territoire et Chirac a refusé surtout d'aller attaquer l'Irak qui n'a strictement rien à voir avec cette histoire-là. Et il aurait dit, la violence ne génère que de la violence. Au contraire, il faut se comporter de façon lucide, de façon apaisée, de façon raisonnable et très mesurée face à des barbaries. Il ne faut pas se comporter face à la barbarie comme Et là, Israël, là où elle est très intelligente, c'est que la plus grande communauté juive en Europe, c'est en France. Ils sont à peu près 600 000. Et ils sont organisés de façon à ce qu'ils ont une association qui les représente, soi-disant. Non, le CRIF. Le CRIF, yes. Le CRIF est souvent associé à ça aussi, mais le CRIF, c'est l'association, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et qui, aujourd'hui, a un pouvoir extraordinaire sur les politiques français, et qui vraiment a une façon de les invectiver et de les sommer à soutenir Israël. Pas tous les politiciens français, forcément. La partie, par exemple, Mélenchon, qui est leur grand ennemi, qui traite d'antisémitisme, qui est complètement fou, complètement vraiment ridicule. Et ça, ce qui est le problème en France, aujourd'hui, c'est que comme ils ont une très grande population musulmane, qui de facto se retrouve aussi sommés de soutenir ou de condamner tel ou de soutenir tel, ils sont à peu près 6 millions en France, et qui fait que forcément, ça va créer un déséquilibre, ça va créer des tensions très vives, alors que la façon dont eux appréhendent le problème, au lieu de l'appréhender de façon territoriale, de façon de droit international, sereine, ce qui est drôle, c'est que les médias français, dès qu'il y a un conflit, ils disent attention, il ne faut pas importer le conflit en France, alors qu'ils font ça toute la journée. C'est ça. Toute la journée. Ils ne laissent pas ce conflit être traité de façon la plus logique possible. Il y a un occupant, il y a un occupé. Et forcément, comme ils ont cette histoire avec les Juifs, mais ils n'osent pas trop prendre parti de façon un peu plus logique, un peu plus raisonnable. Ils tombent tout de suite dans considérer que l'antisionisme et l'antisémitisme... C'est la même chose, bien sûr. Et on accuse d'antisémitisme toute personne qui critique... Toute personne qui va critiquer le gouvernement sioniste. En fait, c'est vrai que l'attaque antisémite, ça fait peur à beaucoup de gens. Et donc ça biaise le débat. Et surtout là-bas, comme ils ont ce passé-là, et comme ils ont eu cette tragédie d'avoir participé à un crime contre l'humanité, donc forcément, les sionistes établis en France, ils ont une arme qui est très facile. Dès que tu vas commencer à critiquer d'Israël, ils vont ou te soupçonner, ou te dire que tu es antisémite. D'ailleurs, on a vu la fameuse intervention de Villepin. Pourquoi elle a été magistrale? Parce que alors là, il faut vraiment être... complètement fou de traiter de Villepin d'antisémite. Ou d'antisioniste même. Il n'a parlé que de faits, il n'a parlé que de stratégie, il n'a parlé que de diplomatie. Il leur a dit, vous n'avez pas de solution autre à ce conflit qu'une solution à 2 États et que de cesser le massacre parce qu'il n'y a pas de solution. Ça va créer encore plus de problèmes après. C'est ça. Et fameux épisode. Ah, magnifique. En fait, très révélateur. Très révélateur. C'est la fameuse étoile de David qui a été retrouvée un peu taguée un peu partout dans plein d'immeubles. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment un cas d'école. Un prof de géopolitique, de politique ou même de communication devrait prendre cet exemple pour l'étudier parce que les médias se sont accaparés ces tags et ont dit est-ce que c'est
antisémite. Non, ils ont tout de suite dit que c'était antisémite. Mais ils ont dit certains immeubles, pas tous, mais certains immeubles contenaient des habitants juifs. Mais d'autres non. C'est-à-dire le verre à moitié. Mais donc, en fait, tu dis ça, tu dis rien. En fait, ça veut rien dire, ce que tu es en train de dire. Donc, donc, ils sont en train de nous faire germer une idée dans la tête qui est on a fait exprès de taguer des immeubles pour dire attention, les juifs sont là. Pour eux, dès qu'ils ont vu une étoile de David. Mais certains immeubles, il n'y avait pas de juifs. Exact. Donc, ils ont tagué. Donc, ça veut rien dire. Parce que pour eux, taguer une étoile de David, d'ailleurs, ce qui est complètement fou dans leur façon de voir l'antisémitisme en lui-même. C'est de la haine. C'est de la haine. Alors que c'est complètement le contraire. C'est l'emblème d'un pays. Quand on en a découvert après que c'était des Moldaves. Mais dès le départ, c'était un soutien. Ouais. Et après, ça s'est transformé. Quand ils ont vu la réaction... Ils les ont expulsés rapidement. Exactement. Ils n'ont pas laissé le temps de pouvoir expliquer cette chose-là. Et après, on est rentré dans des... ça aurait été de la haine par un musulman ou un Marocain, j'allais dire, un Marocain et Algérien, peu importe. Un musulman, un Arabe en général, ça aurait été... Attention, il va passer sur BFM tout le temps, on va l'emmener en prison. Ils sont passés par là. Ils ont vu que c'était une opération qui était commandée. Les intentions, les versions diverses, ils nous ont pas laissé, ils ont étouffé l'affaire, c'est clair. Les Moldaves les ont expulsés, donc on n'a même pas la vraie version. Il y a des versions qui disent que c'était déjà un soutien à l'armée d'Israël, soutien aux Juifs, parce que c'est l'étoile David bleue, donc c'est tout à fait, c'est la couleur, et c'est pas une croix gammée, c'est juste ridicule. Et en plus, en blaguant encore une fois, parce qu'il faut toujours rappeler un peu d'humour à ces choses-là. Tout à fait. Quand on a vu ce travail-là, on s'est dit ça c'est du travail trop bien fait pour des gens qui vont venir taguer comme ça et partir. Non, ça c'est vraiment quelque chose de très bien fait. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, après, quand ils ont vu que c'était pas fait par des Arabes, parce que pour eux l'antisémitisme c'est automatiquement des Arabes ou des musulmans. Il y a eu la fameuse polémique, il y a les actes antisémites qui ont été relevés pendant un mois, qui ont explosé, qui sont passés dans une centaine qui devaient avoir par an en 1000 et quelques. Et tout de suite après, l'appel à la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat de faire une marche contre l'antisémitisme dans un moment, ce qui est terrible, hein, parce que c'est pour ça que tout est biaisé aujourd'hui en France. C'est que l'opinion publique, des masses de gens sont sortis pour cesser le feu, pour cesser le massacre. On les a traités d'antisémites, on les a traités de soutenir le Hamas. Mais même ceux qui n'ont pas participé à la marche. À la marche. Dieu marche. Donc pendant des jours, il y avait que des... Parce qu'on a commencé à vouloir l'interdire. Après, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont laissé. Ils ont vu que le monde entier manifestait. Donc, ils ne voulaient pas paraître comme le pays, soi-disant, qui a inventé les droits de l'homme et se retrouver à interdire des manifestations pacifiques. Il y a le fameux tag qui arrive. Après, les actes antisémites qui explosent. Il faut toujours rappeler que 1000 actes antisémites ont été relevés. C'est-à-dire que les gens sont partis porter plainte pour avoir subi des actes antisémites. 1000. La population juive en France, c'est 600 000. Donc, c'est à peu près 0,001 personnes qui ont été subies ça. Moi, un acte antisémite est déjà condamnable. Bien sûr, c'est de trop. C'est de trop. Mais la manipulation des chiffres. Bien sûr. C'est comme le gagnant du loto. Exactement. On va tellement le voir qu'on va l'impression, on en va avoir l'impression augmenter les tensions, on n'a aucun intérêt. Okay, déjà d'une part. Et bien sûr, tous ceux qui voient que les actes antisémites ont augmenté, ils pensent tout de suite que c'est des Arabes et des musulmans qui l'ont fait. Ça crée une ambiance de peur, etc. C'est que quand on voit le détail, ça conditionne les gens. Quand on voit le détail et quand on voit ce qui s'est passé exactement, c'est que 50% de ces soi-disant actes antisémites ne sont pas des actes envers des personnes. Ce sont des paroles ou des choses dans les réseaux sociaux. Voilà, donc, incapable de voir qui est derrière. Bien sûr. Et ce qui est terrible, c'est qu'une fois qu'ils ont appelé les gens à aller marcher, beaucoup de gens ont refusé d'y aller parce qu'ils leur ont dit, écoutez, déjà, nous, on ne veut pas marcher contre l'antisémitisme, on veut marcher contre toutes les discriminations. Bien sûr, contre la violence, contre tout. Quel que soit le racisme, on veut marcher contre. Et ils ont dit non. Et on ne veut pas, deuxièmement, être récupéré, c'est-à-dire aller marcher contre l'antisémitisme et croire qu'on soutient de facto ce qu'est en train de faire Israël. Tout à fait. Ça, c'est terrible. Donc, si vous avez dit on marche contre l'antisémitisme et le racisme, vous aurez des centaines, milliers de gens qui seront venus. Là, pour le coup, on est tous ensemble. Et ils ont commencé à dire, oui, alors il n'y avait pas beaucoup d'Arabes, il n'y avait pas beaucoup de musulmans. Comment tu peux savoir s'il est musulman ou pas? C'est pas écrit sur sa tête. Mais c'est... Ce que vit aujourd'hui la France est tragique parce qu'ils se sont fait pris à leur propre jeu électoral. Ils ont construit un petit monstre, un petit paravent
qui est le Front National, qui aujourd'hui est appelé le Rassemblement National. Bon, ils ont changé de packaging, mais c'est la même merde à l'intérieur. Donc, ils ont changé de packaging et ils ont fait des élections en sachant que faisant tout pour que Marine Le Pen soit au deuxième tour pour être élu. Celui qui est en face va être élu et ils vont dire c'est le fascisme en face, c'est les nazis en face, donc vous devez voter pour moi. Même une chèvre en face de Le Pen va gagner. Passer, sauf que c'est à ce jeu-là, ils ont construit en face des gens qui commencent à être dégoûtés de la politique et qui, in fine, forcément, quand tu es dégoûté de la politique, de la façon de faire la politique la plus raisonnable et la plus, même si elle est clivante, mais elle est républicaine, elle est démocratique, bah forcément les gens se disent, nous, on va voter pour, on va être pour celui. On va casser la machine. Exactement. Et eux, ils profitent de leur fonds de commerce, c'est que ça n'aille pas, c'est qu'il y ait de l'antisémitisme. D'ailleurs, c'est le comble de laisser le Front National venir marcher contre l'antisémitisme. Alors qu'il a été fondé par des antisémites notoires. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, on devrait leur poser une seule question. S'ils sont aussi contre l'antisémitisme... Parce qu'eux, ils te disent l'islamophobie, pour eux, c'est une opinion. Parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est un délit en France. Mais pour eux, l'islamophobie, c'est une opinion. Ils ont le droit d'être islamophobes. Liberté d'expression, etc. Donc dans ce cas-là, ils peuvent être judéophobes. Mais je les défie à être judéophobes. D'accord ? Donc l'antisémitisme, comme c'est un délit, je leur pose une seule question. Comme vous êtes, d'un seul coup, vous êtes devenu contre l'antisémitisme, et que votre parti a été fondé par des Waffen-SS, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire plus antisémite que ça. Pourquoi vous ne créez pas un autre parti et vous dédouanez, vous éloignez de votre histoire et dites non, maintenant, nous, on a un nouveau parti, appelez-le ce que vous voulez, et vous partez sur de nouvelles bases. Parce que vous savez que votre base, celle qui vote le plus pour vous, celle qui nourrit... C'est les fachos. C'est les fachos. Voilà. Donc, si moi... je adhère à un parti et que je découvre qu'il y a un Jean-Marie Le Pen derrière, des Waffen, je dis attendez, moi je ne le fais pas. Moi je ne peux pas m'associer à ça. Je vais aller créer un autre parti et faire de telle sorte à ce que mes électeurs, les vrais, qui sont ni antisémites ni quoi que ce soit, vont me suivre. Donc c'est une arnaque qui est utilisée, mais ils jouent avec un jeu très dangereux. Ils jouent avec le feu, bien sûr. Ils jouent avec le feu parce que ces gens-là, ce que j'ai toujours dit, l'antisémitisme, ce qu'on a appelé l'antisémitisme, mais comme je te l'ai dit avant ce podcast, c'est un mot qui a été inventé par un antisémite notoire. Celui qui a inventé le mot antisémite, c'est un Allemand qui a inventé ce mot-là. Il n'a pas trouvé d'autres mots pour incarner sa haine des Juifs, et pas que des Juifs, et parce qu'on le sait très bien, les Sémites, c'est une origine qui parle arabe, c'est des Arabes, qui vivent dans cette région-là. Et donc, ce qui est tragique, ce que je leur dis, un antisémite, de facto, n'aime personne. Il déteste les musulmans, il déteste les juifs, il déteste les chrétiens, il déteste tout ce qui représente pour lui l'étranger. Et le juif, de tout temps, a été considéré comme l'étranger. Et après, qu'il remplace aujourd'hui le discours, les mots, le vocabulaire des gens d'extrême droite, qui remplacent musulmans par juifs. Ils vont retrouver exactement les mêmes narratifs, les mêmes principes. Donc un antisémite. Et forcément... un anti-musulman, et forcément... Donc, celui qui se cache, le Rassemblement National, qui te disent, nous, non, on n'est plus antisémite, non, au contraire, nous, on est contre l'antisémitisme. Et l'ennemi de ton ennemi devient ton ami. Mais ils essaient de récupérer, de jouer sur tous les tableaux, etc. Tout simplement. Et donc, ils tombent dans en face des médias qui sont complètement aveuglés par l'audimat, par la culture qu'on a dit tout à l'heure, du clash, la culture du... Et donc, ils ne peuvent pas faire autrement que de laisser cette partie-là s'exprimer. L'erreur, pas l'erreur, mais de facto, la population qu'on met en face, c'est la population musulmane. Alors que nous, on sait que les musulmans... Parce qu'il faut un ennemi commun. Exactement. Il faut un ennemi commun. Est-ce que nous, on le sait, nous, les Marocains, qu'il n'y a pas un musulman qui ressemble à un autre. La seule chose qu'on a entre nous, c'est notre religion. Mais... comme ils vivent de façon complètement apaisée, ils sont intégrés de façon totalement... Ils savent, c'est devenu des Français comme les autres, ça ne les arrange pas. Ils vont aller chercher un Chalgoumi. Exactement. Un gars qui sait à peine parler... Mais ce mec-là, je ne sais même pas s'il parle arabe. Alors, c'est très intéressant, parce que Chalgoumi, justement, je l'ai entendu parler arabe, il s'exprime très bien et il est cohérent. Mais on le force quelque part à... En fait, je pense que c'est l'idiot utile. C'est un peu l'idiot utile. Pire, c'est une insulte. On va le ramener. C'est une insulte. Tout le monde le dit. Non, il ne nous représente pas. Et puis, j'aime pas, moi, dans les débats,
pourquoi est-ce que vous condamnez pas, vous en tant que musulman, je dois aller condamner ce que font des terroristes. Mais moi, je suis musulman, pourquoi tu m'associes à eux? Je dois les condamner, comme toi aussi, tu dois les condamner. Pourquoi est-ce que moi, je dois les condamner plus? Plus que vous. Mais donc, c'est mes frères, mais j'ai jamais dit que c'était mes frères. Moi aussi, j'ai peur. Le terrorisme, il me fait peur aussi. Mais de quoi tu parles? Les plus grands victimes du terrorisme pseudo-islamiste qu'ils appellent islam. C'est les musulmans eux-mêmes, tout à fait. C'est les plus grandes victimes de ça. Donc, tu demandes à ta population française, née en France, grandie en France, déjà ce mot-là est terrible. C'est comme si j'étais avec lui, maintenant je dois me détacher de lui. Mais j'ai jamais été avec lui. Se désolidariser. Comme si j'étais solidaire avant, et maintenant je me désolidarise. Mais j'ai jamais été solidaire avec lui. C'est terrible. Et en plus, c'est encore pire, c'est que quand tu t'adresses à une population et que de facto tu penses qu'elle ne réfléchit, qu'elle ne vit qu'en étant musulmane, c'est que tu ne connais déjà rien à l'islam. Tout à fait. Et tu connais rien à la vie des gens. Tout à fait. Moi, quand je me réveille le matin, autant musulman que je suis, je passe pas ma journée à me poser la question si je suis musulman. Qu'est-ce que je peux faire pour l'islam? Je vis tout simplement. C'est leur ignorance. Hassan Tani, qui leur disait que on vous connaît mieux que nous, parce que nous, on a été imprégné d'une culture française. On parle la langue peut-être même mieux que vous. Vous connaissez rien des pays que vous avez colonisés. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien en parlant du Maroc. Vous ne connaissez pas notre culture, notre histoire, notre langue. Vous parlez à des gens. Vous avez vécu ici pendant des années, vous n'avez pas été capable de parler notre langue. Nous, on parle votre langue. Vous êtes restés chez nous 2 minutes dans l'histoire de ce pays. 2 minutes. Notre pays a 12 siècles. Nous sommes restés 44 ans, ce qui fait à peu près 2 minutes. Et on parle votre langue. On la revendique comme une langue faisant partie de notre culture et on s'enrichit de cette langue. La preuve, on communique avec vous. On ne vous laisse pas nous considérer comme des gens non civilisés. On est plus civilisés que vous parce qu'on parle notre langue, mais plusieurs langues et la vôtre. Et quand vous voulez, soi-disant, discuter avec nous, vous nous ramenez un gars qui ne sait même pas parler, qui n'aligne même pas une phrase cohérente, et vous voulez que ce soit le représentant des musulmans parce qu'il a un discours qui vous arrange. Et encore pire, vous dites... on connaît, on sait on sait les plus grands, les imminents imams qui sont français, qui vivent en France et qui ont un discours totalement apaisé, totalement raisonnable. Ils n'intéressent personne. Ils n'intéressent personne. Ils intéressent personne à la parce télé, que vous c'est la culture du clash, la culture du buzz. Vous voulez toujours faire croire aux gens que cette partie de la population, qui n'a jamais d'ailleurs grossi plus que elle a toujours été 10-12% de la population française, et vous voulez faire croire que c'est le problème. Ça sera, vous voulez faire croire ça aux Français. Et comme les Français ne voient leur pays qu'à travers les médias, ils ne voient pas à travers leurs fenêtres, ils n'ouvrent pas et voient que tout le monde vit de façon tout à fait paisible. Ce qui se passe au Moyen-Orient a choqué plus de non-musulmans que de musulmans. Faites les calculs. Faites les calculs de ce que vous voyez dans la planète entière. C'est pas la majorité, ce sont des non-musulmans. Donc cette façon de prendre et de se faire prendre par ce sujet-là, et quand on voit l'impartialité, même des fois, c'est tragique ce qu'on voit à la télé française. Des fois, c'est des choses, tu dis même, est-ce que le gars réfléchit? Est-ce que le gars, c'est ce qu'il dit? C'est cool si c'est par opportunisme ou par calcul d'audimat et tout ce que tu vas avoir de l'audimat. C'est terrible. C'est surtout les chaînes d'infos, bien sûr. Les chaînes d'infos, on continue parce qu'ils doivent en continuer donner à manger à la bête. Et là, c'est la meilleure chose qui peut se leur arriver. Un conflit qui est quotidien. C'est magnifique. C'est du pain béni, bien sûr. Pain béni, on va taper dessus tous les jours. On va finalement trouver des raisons de donner vraiment de la matière à notre racisme maintenant qui est même plus caché, qui quand tu as des Zemmour qui s'expriment, quand tu as des gens qui sont complètement fous, qui te disent que l'islam n'est pas compatible avec la République française, c'est-à-dire que tu dis à 6 millions de gens vous devez partir, parce que moi je ne vois pas d'autre solution. C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un qui n'est pas compatible avec ce pays, alors qu'il est lui-même ce pays, il fait partie de ce pays. Il fait partie de l'ADN. C'est quoi la solution que tu veux lui dire? Qui va se dénigrer lui-même? On va se couper un bras, je comprends pas. Ce bras me plaît plus. Donc, quand tu annonces ça dans une télé, que personne ne te reprend sur ça et personne ne te condamne sur ça. Bien sûr, c'est de l'entre-soi, ou bien, soi-disant, on va ramener quelqu'un comme un Chalgoumi ou quelqu'un et on va être 6 sur lui. C'est une insulte pour les musulmans français. Parce que c'est les seuls d'ailleurs, ce qui est tragique. C'est les seuls qu'on n'arrête pas de parler d'eux en tant que communauté et qu'on refuse. Et qu'on ramène le moins sur les plateaux télé. Et qu'on refuse qu'ils soient représentés en tant que communauté. C'est ça. Donc quand tu leur dis, vous n'arrêtez pas de parler des musulmans, je dis non, moi je parle d'islam. Mon gars, l'islam, c'est pas un logiciel. C'est ça. C'est pas un truc qui vit en l'air comme ça. Non, il n'y a pas d'islam. Il y a des musulmans. La religion n'existe que par ses pratiquants, que par les gens qui la portent. Tout à fait. En tant que c'est un livre, mais il est porté par les gens qui l'incarnent. Donc si tu crois qu'en insultant l'islam, tu n'insultes pas les musulmans,
Tu ne vas pas nous la faire à nous. Ça. Si vous l'avez fait aux Juifs, vous n'allez pas le faire à nous. Nous, on a été protecteurs des Juifs parce que vous avez fait cette connerie pour pouvoir les tuer, pour pouvoir les exterminer. Nous, on a pris la leçon. On a vu ce qu'ont vécu nos frères juifs. On a vu de nos propres yeux que vous avez exterminé des gens, des enfants, des femmes, parce qu'ils étaient juifs. Et vous voulez aujourd'hui nous faire croire que nous allons nous comporter comme ça. Jamais nous allons nous comporter comme ça. Parce que ceux qui ont fait ça ne sont même pas des humains. Pendant ce temps-là, au même moment où vous étiez en train d'exterminer ce peuple, nous, on nous le protégeait. Parce que c'était nos enfants, nos frères, nos sœurs. Nos compatriotes. Donc, ne pensez pas que la folie que vous avez eue, vous allez aujourd'hui la transférer vers les musulmans. Ça ne va jamais exister. Bien sûr. Le conflit israélo-palestinien, c'est un conflit entre un peuple qui est un État, un peuple qui a besoin d'un État. Un peuple qui domine un autre peuple qui a besoin d'un État. C'est aussi simple que ça. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, basketteurs, ça revient au même. Donc, quand les Occidentaux veulent transférer ce problème-là vers un problème religieux, on connaît la chanson. Bien sûr. On connaît la chanson. Vous voulez, ça vous arrange pour vos intérêts de mettre ça sur le côté religieux. Nous, on vous le dit. On s'exprime en tant que Marocains. On a 12 siècles d'un État et on sait ce que c'est qu'être musulman et on sait ce que c'est surtout d'être marocain. Parce que moi, un juif marocain est mon frère. Tout à fait. Mais ça, c'est évident. C'est évident. C'est mon frère. S'il a un avis différent que le mien, je le respecte. Bien sûr. On va débattre, on va échanger. Jamais, au aucun cas, jamais, je ne voudrais qu'il soit atteint, qu'il soit insulté, qu'il soit menacé, qu'il soit... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais il n'a pas à se sentir exclu, puisque... C'est comme si moi j'étais exclu. En fait, c'est la même personne. C'est la même personne. On est des compatriotes. On n'a pas à se sentir exclu. Et ça, c'est ce que eux n'arrivent pas à la preuve. C'est pour ça que la France a un gros problème avec le Maroc aujourd'hui, parce que ce qu'il incarne en tant que pays, et encore une fois, on ne l'a pas choisi. C'est notre histoire. Bien sûr, c'est notre ADN. On est pleinement musulman, on est pleinement juif, on est pleinement berbère, on est pleinement arabe, on est pleinement africain. On est méditerranéen. Ça n'existe nulle part dans ce continent. Et chaque chose que j'ai citée, on l'est pleinement. C'est-à-dire, on a une histoire africaine très ancrée. On a une histoire berbère qui est notre origine, notre identité première. On est juif depuis des siècles. On est musulman depuis des siècles. Et tout ça fait le Marocain. Donc, quand tu vois d'ailleurs ce qui s'est passé dans le séisme, cet ADN a tout de suite ressurgi. Bien sûr. Le Marocain s'est comporté comme il a toujours été. Comme un seul homme. Comme un seul homme. Okay, et donc ça, dans ce genre de conflit, et la position du Maroc, d'ailleurs, qu'il faut qu'on évoque de façon simple, on a beaucoup reproché au Maroc d'avoir normalisé les relations avec Israël en 2020, parce que le Maroc a toujours pris parti sur ce conflit en disant une seule chose. La diplomatie. La diplomatie et la paix. Et la Palestine est une affaire nationale. C'est-à-dire le droit au peuple palestinien d'avoir son pays est une condition qui est non négociable. Indéniable, bien sûr. Non négociable. Okay. Donc quand on a normalisé avec ça, c'est pour les mettre devant leurs responsabilités. On leur a dit, OK, vous voulez avoir des interlocuteurs, vous dites qu'il n'y a pas d'interlocuteur chez les Palestiniens. Nous, on peut être votre interlocuteur comme on l'a toujours été. Nous, on vous donne quelques conditions qui sont simples. On normalise sous condition. La Palestine est une cause nationale. L'intégrité territoriale est une cause nationale. Jérusalem restera toujours la capitale de la Palestine, même si c'est Jérusalem-Est, mais Jérusalem, elle le restera. Et la dernière condition, on va vers la paix. On veut la paix. On veut qu'il n'y ait plus de colonies, il ne veut plus qu'il y ait que vous arrêtiez on arrête de coloniser. Ils disent OK, on signe l'accord. D'autres pays qui ont fait avant nous, mais d'autres qui vont suivre. Et on se rend compte que depuis 2020 jusqu'à maintenant, ils n'ont pas cessé de coloniser, de grignoter le territoire et de se comporter comme le contraire de ce qu'ils ont dit. Quand Hamas attaque, le Maroc a tout de suite dit on cesse les attaques. Et quand Israël a répliqué d'une façon complètement disproportionnée et qui continue de le faire, le Maroc a sorti vraiment un communiqué qui est impeccable. Nous, ça y est, on a cité le nom d'Israël. On a dit, vous êtes en train de commettre des choses qui ne sont pas défendables. Vous devez tout de suite cesser le feu. Vous êtes en train de continuer ce que vous avez dit. Et nous, en tant que Marocains, on a respecté. On ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas cautionner ça. Et nous, encore une fois,
vous disiez que tous les Arabes ne voulaient pas vous parler. On vous a prouvé que quand on était capable de parler, parce qu'on est toujours vers la paix, on est toujours pour trouver une solution à deux États. Donc la position du Maroc depuis le début jusqu'à la fin a été exemplaire. Tout à fait. Exemplaire. Et pour le coup, aujourd'hui, on est encore plus renforcé. Parce que on a toujours été, même les provocations de nos voisins, on a toujours tenu un discours apaisé et un discours qui est ferme, mais qui est toujours vers une solution de paix. Ça sera jamais. Et personne ne peut venir nous targuer de dire aux Marocains: ah là, vous avez des antisémites. On ne sait même pas ce que ça veut dire chez nous. Là, je le dis sincèrement. Quelqu'un qui déteste son bras. Exactement. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Parce que la grosse arnaque, c'est de faire confondre les Israéliens avec les Juifs. C'est ça la grosse arnaque. Oui. Alors après, les amalgames, les médias, certains médias d'opinion, on va dire, sont des spécialistes. Il y a des mots qui sont utilisés, par exemple le mot terroriste, forcément, on attaque. C'est semer la terreur. Exactement. Mais semer la terreur, c'est ce qu'Israël est en train de faire. Donc encore une fois, ça dépend de quelle perspective tu vois les choses. Qui est terroriste, qui n'est pas terroriste. Bien sûr qu'on ne veut pas de massacre, que ça soit d'un côté, que ça soit de l'autre. Mais après, c'est vrai qu'il y a des mots qui ont été utilisés dans ce sens. Mais pour finir avec les médias, excuse-moi, je suis en train de relire un peu mes notes. Yes, on va parler du boycott maintenant. Très bien. On va parler de qu'est-ce que nous, à notre échelle, on peut faire et on doit faire, et quelle est l'efficacité réelle de nos actions. Alors, bien sûr, on a plein de solutions. On peut fermer nos gueules. Exact. Et fermer nos gueules, est-ce qu'on peut vraiment être critiqué pour fermer nos gueules? On peut, bien sûr, boycotter. On voit beaucoup de marques, j'imagine que tu as dû voir ça aussi. Bien sûr. Boycotte McDo, on boycotte Coca, etc. On boycotte Starbucks, etc. On voit qu'il y a quand même des résultats parce qu'il y a certains Starbucks aux États-Unis qui ont fermé. Des managers de Starbucks qui disent on est sur le point de fermer. Là, on a vu une chute abyssale de nos ventes. Donc, ça a un effet. Mais quel effet ça va avoir? Où on peut manifester, on peut faire plein de choses, on peut mettre des posts sur Instagram, on peut, etc., mettre un drapeau, etc. Il y a des risques. On est d'accord qu'avant de faire ce podcast, j'ai hésité un petit peu parce que je me suis dit, il y a l'épée de Damoclès qui est antisémite. Ce qui est ridicule forcément, mais les gens ne me connaissent pas. Même dans l'autre sens, les gens disent, dès que tu es un peu tempéré, ou un peu réfléchi dans la façon de utiliser le sujet. Il y a nuancé, des gens qui c'est mauvais. Bien sûr, parce que ce conflit est tellement malheureux, tellement provoque des réactions très émotives, et c'est tout à fait normal. Excuse-moi, mais on te dit, je t'interromps, mais on te dit, j'ai vu un message, mais vous les Arabes, vous devez, vous les premiers, vous êtes coupables de ne pas nous avoir défendus. Mais moi j'ai envie de dire, oui, les Palestiniens qui disent, vous les peuples arabes, pourquoi est-ce que maintenant vous vous taisez? Ben c'est pas grave parce qu'on va finir par avoir justice mais ça sera pas grâce à vous, honte à vous, etc., etc. Moi j'ai envie de dire à ce message, il faut pas défendre les gens ou les causes par assimilation. C'est mon cousin, même s'il a fait quelque chose de mal, etc. Ou de bien. On a vu ça. Saad El-Mjarrad quand il a été accusé et clairement selon, alors je pense que je m'avance pas beaucoup, il a finalement esquivé le truc, il a fait un petit peu de prison, etc. Mais certaines personnes disaient, mais les gars, il faut le défendre, il est marocain quand même. On peut pas défendre un il a violé. Je te dis pas qu'il est pas, il est australien. Je te dis, il a violé, il doit payer. Ça aurait été mon frère, ça aurait été la même chose. Je te dis, il a fait une connerie. On peut pas dire, il a pas fait de connerie parce qu'il est marocain. Je peux pas défendre l'indéfendable. Je peux pas ne pas défendre la cause palestinienne. Si les Palestiniens faisaient la même chose aux Israéliens, si la situation était inversée, il faut qu'il y ait des gens qui aient le courage de dire ce que fait ce peuple, c'est pas juste. Non, arrête, c'est des Marocains, les pauvres, ils ont souffert, ou là, c'est des Arabes, les parce pauvres, que les pros, ce qu'on appelle les pros d'ailleurs, c'est très... C'est un terme un peu bizarre. Stigmatisant, bien sûr. C'est un peu bizarre. Mais ceux qui disent qu'on défend les Palestiniens parce qu'on est arabe ou musulman, de facto, c'est un argument, ce qu'on appelle vraiment... communautaire. Voilà, communautaire, et c'est le point Godwin. C'est-à-dire, à un moment donné, je ne peux plus parler. Donc, non. Moi, encore une fois, tant pis pour ceux qui n'aiment pas ça, mais les Marocains, encore une fois,
il montre toujours une question. On s'entend pas avec nos voisins qui sont arabes et musulmans et avec qui on a de gros problèmes. Tout à fait. Et on a jusqu'à aujourd'hui le roi du Maroc préconise l'apaisement, la solution de paix, malgré les hostilités, malgré tout plein de choses. Bien sûr. Donc on peut ne pas s'entendre en étant musulman et arabe, mais quand on voit ce qui se passe en Palestine, t'as pas besoin d'être ni arabe ni musulman, d'être être humain. Et encore une fois, un état de fait clair. Tout à fait. Clair, il y a un occupant et un occupé. Tout ce qui va se passer après n'a pas d'autres origines que ça. C'est-à-dire que les conséquences vont être tragiques de part et d'autre parce qu'on n'a pas réglé le problème dès le départ. Donc ceux qui prennent position parce qu'ils sont musulmans ou pas musulmans ou juifs ou pas juifs, ça, à la rigueur, je peux le comprendre par un premier aspect, mais nous, on est... Voilà quoi, on est des êtres humains et j'espère qu'on sollicite l'intelligence des gens et non pas les bas instincts des gens. Moi, je veux que les gens réfléchissent et je vous dis sincèrement, pour ceux qui me connaissent, j'essaie d'être le plus raisonnable possible dans ma façon de voir les choses. Et malheureusement, à un moment donné, c'est tellement flagrant qu'il y a une injustice. C'est tellement flagrant qu'on n'a pas besoin. Tu ne peux pas avoir de discours. Ça. C'est pas possible. Et puis, beaucoup de courage. C'est vrai que c'est plus facile de défendre la victime et de dire attention, la veuve et l'orphelin, que beaucoup de courage, les Israéliens à l'intérieur d'Israël. Alors là, c'est des héros. Chapeau. C'est des héros. Chapeau. Ceux qui défendent les Palestiniens en étant israéliens et juifs et qui prennent la paix, qui disent arrêtez ce massacre. Chapeau. Donc, il faut beaucoup plus de courage. C'est très facile de dire... Je ne prends aucun risque au Maroc de défendre les Palestiniens. Tout à fait. Parce que je suis sûr et certain qu'on est sur cette cause-là et qu'elle est légitime dès le départ. Mais celui qui vit en Israël, qui est juif et qui voit ce massacre-là... Une injustice et qui dresse devant cette injustice. On a vu des gens se faire tabasser, on a vu même se faire menacer de mort parce qu'ils disent que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Bien sûr. Alors, en revenant au boycott... Moi, le boycott, il y a même un mouvement. Est-ce que tu boycottes? Moi, je boycotte de façon. Moi, j'ai boycotté un peu McDo. Je ne sais pas si ça s'est vu. Là, ça n'a pas vu. Tu as dû te remettre sur autre chose. Je me suis mis à Burger King. Qu'il faut boycotter aussi, d'ailleurs. Je sais, non. Moi, il y a un mouvement qui est organisé, qui existe, qui est institutionnalisé, qui s'appelle BDS, qui est le mouvement qui boycotte toutes les entreprises, les entités, les organisations qui soutiennent l'armée d'Israël ou Israël. Les produits israéliens. Et tout, qui sont très bien organisés, qui essaient de nous informer au maximum et tout. Moi, j'ai une philosophie qui est simple. Moi, je me dis que, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, vivant dans un pays apaisé et paisible comme le mien, qui est le Maroc, on me donne le droit de m'exprimer pour soutenir une cause. Par exemple, manifester. C'est une manière de manifester son désaccord et son indignation de façon la plus pacifique et la plus civilisée qui existe. Tout à fait. La deuxième chose, c'est le boycott. Le boycott, je trouve que déjà, philosophiquement, c'est une manière pacifique. Oui, donc, je ne peux que soutenir. C'est-à-dire que tu te dis, je suis contre la violence, je suis contre D'ailleurs, c'est pour ça que je boycotte, parce que je veux que ceux qui soutiennent l'armée israélienne qui finance la violence, voilà, moi je ne veux pas participer à ça. Donc je trouve ça c'est légitime, c'est même très louable, pas de souci, et je trouve que encore une fois c'est une manière pacifique et vu qu'on n'a pas beaucoup de moyens de pouvoir aider ces causes-là, parce qu'on n'est ni militaire, notre pays n'est pas impliqué militairement ni quoi que ce soit, donc on essaie de trouver les moyens les plus efficaces possibles. Après rentre le débat de l'efficacité. Moi ce que je trouve que la façon l'organisation du boycott est très efficace déjà dans la communication. Parce que là, comme tu l'as dit, on a vu qu'effectivement, des enseignes ont subi des pertes visibles. On fermait certains. Moi, je ne sais pas quelle est la situation au Maroc parce que je n'ai pas les chiffres qui vont avec. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine efficacité. Et ce qui montre cette efficacité, c'est la communication de ces enseignes. Elles réagissent. Moi, je pense que s'il n'y avait pas d'impact, elles ne réagiraient pas. Dans leur intérêt, c'est de se taire. Se dire, ils croient qu'ils sont en train de faire du mal, alors qu'il n'y a rien. Donc moi, je me tais, c'est pas la peine. Mais quand elles réagissent et qu'elles communiquent et qu'elles commencent même à soutenir Gaza, c'est qu'il y a un impact. Ça, pour l'efficacité, déjà là, elle est démontrée. L'autre partie, c'est le long terme. Le long terme, tenir cette position-là en boycottant une industrie, en boycottant une marque, l'efficacité sur le long terme, il faut que ceux qui sont dans l'activisme ceux qui sont le plus proches de BDS et tout ça, de nous montrer l'efficacité sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un impact sur le terrain. Est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce qu'à un moment donné, l'armée israélienne va cesser de bombarder Gaza parce qu'elle va se rendre compte qu'économiquement,
elle n'est plus soutenue par ces enseignes-là. Ça a démontré. Est-ce que cet impact mondial, si on boycotte tous ces marques-là, parce que moi j'ai vu la liste, mon gars, il faut s'accrocher. On va boire de l'eau. Là même on va boire de l'eau. On va se transférer tout sur les produits nationaux. D'ailleurs, moi je dis, sincèrement, moi j'avais pas... bien nous fasse. Bien sûr, moi j'avais pas besoin du boycott pour soutenir les marques nationales. Au contraire, il faut y aller. T'as pas besoin de boycott. Et après, il faut pas que ce soit une injustice. Parce qu'encore une fois, moi, je veux bien avoir un discours juste, mais il faut que je l'ai. Pas qu'on s'emballe sur un truc. Et que ça devienne injuste. Du mal à moi, une marque, je vais lui commencer à la boycotter alors qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire et qu'on l'a juste mis son nom là comme ça. Moi, je veux bien faire confiance à cet organisme, mais il faut qu'on me prouve qu'on je suis une marque comme ça. Mais il y aura des dommages collatéraux. On boycotte. Imagine-toi. On est en face de Starbucks. Imagine-toi ce Starbucks, il ferme. Les employés. C'est 20 personnes ou 30 personnes à la rue. Exactement. Donc, les BDS, ceux qui sont les actifs, disent non, il trouvera un autre travail autre part. Parce que là, finalement, dès que les clients vont être récupérés par une enseigne nationale, ils vont grossir, etc. Tout ça, c'est à démontrer. Mais moi, je dis encore une fois, c'est une manière pacifique de lutter. Et dans la lutte, il y a forcément des dommages collatéraux. Moi, je ne veux pas que ce soit de l'injustice. Moi, une industrie qui est implantée dans un pays qui fait travailler des centaines de milliers de gens, des milliers de gens, je ne sais pas quoi, qui bénéficie essentiellement à la population locale, je ne parle pas que du Maroc, n'importe quel pays. Si tu la boycottes alors que de facto, déjà, premièrement, il ne faut pas qu'elle soit injustement boycottée. Donc, on s'assure bien. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui sont en train de communiquer, qui disent non, on n'a rien à voir avec ça. Nous, notre franchisé du coin a décidé de faire ça. C'est le cas de McDo. McDo qui a donné. Carrefour et McDo, ils disent moi, c'est le gars, il est dans le coin, il a décidé de faire ça et toute l'enseigne va commencer à prendre. Alors que nous, les franchisés sont libres de donner des repas offerts à qui ils veulent. Et ils retirent ça de leurs chiffres et point à la ligne. Mais philosophiquement, tu te dis. Si tu devais boycotter quelqu'un, tu ne vas jamais t'arrêter de monter. Tu vas boycotter les États-Unis parce que c'est les principaux financiers de l'armée israélienne. Alors là, oublie les enseignes. Parce que jamais ils seront à la hauteur de ce que financent les États-Unis. Donc tu vas boycotter les États-Unis. Est-ce que tu boycottes le gouvernement américain ou les Américains qui aujourd'hui sont parmi ceux qui font le plus de manifestations dans le monde? Moi, je ne jamais, et encore une fois, bien sûr, le dernier point qui est très important pour moi, il ne faut pas que ça devienne une chasse aux sorcières. Il ne faut pas que dire celui qui boycotte, il a fait son boulot, il est devenu comme un combattant de la résistance palestinienne. Et les autres, c'est des traîtres. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Il ne faut pas tomber dans ça. Il faut rester raisonnable, il faut rester tempéré dans ces choses-là. Mais je trouve qu'en ayant réfléchi à ça, que la meilleure manière, parce que pour moi, la seule chose qui compte aujourd'hui, la seule et unique chose, qui est le cessez-le-feu, que ces gens-là cessent de mourir, que ça s'arrête. Moi, je ne vois pas tout ce qu'on fait autour. Si ça doit aboutir dans 10 ans, je m'en fous. Oui, bien sûr. Mais il faut qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Sachant qu'on a des chiffres affolants. Chaque jour, il y a des dizaines de centaines d'enfants qui meurent. Qui c'est qui peut convaincre Israël d'arrêter? Il n'y a pas 36 000 manières. C'est les grands pays. Bien sûr. Ceux qui sont à la hauteur de faire ça. Ces grands pays, leur population doit leur mettre la pression à mort. Et il faut donc soutenir les populations américaines, occidentales en général, qui sont en train de manifester et qui sont en train de... Parce qu'il y a des élections qui approchent. Faire bouger les choses. Il y a des élections qui approchent et malheureusement, c'est comme ça, c'est la réelle politique, c'est comme ça que ça marche. Moi, je voudrais bien que les choses se fassent avec amour et paix. Pour se faire élire, il va faire plaisir au maximum de gens, il va écouter les gens, et c'est le moment où il faut mettre la pression à fond, et il faut les invectiver, il faut encore une fois, de façon pacifique, il faut les interpeller. C'est la seule manière. Parce que eux, la seule chose qui compte, c'est leur opinion publique. Tout à fait. Alors que le McDo de Heiria de Ferme ou de Ferme ne va pas changer grand-chose. Le Maroc n'a aucun impact sur ça. Le Maroc prend des positions, point. Il sait très bien que ce n'est pas lui qui va infléchir la décision d'Israël. Mais les États-Unis, les Français, les Canada, les grands pays qui vont, les Chinois, les Russes et tout ça, vont devoir, à un moment donné, prendre position. Et leur population, de toute façon, ils écoutent leur population. Donc nous, à notre échelle, c'est un peu comme l'histoire du Calibri qui va avec la petite boute. Mais moi, je lance je fais un adret liya ou après, voilà. C'est très louable. Moi, je dis, et en plus, moi, j'aime bien, et je le revendique toujours, le conflit, aussi malheureux que soit-il, et comme d'ailleurs, que ça s'arrête parce que personne ne peut avoir la santé mentale de voir des gens se faire tuer tous les jours, se faire massacrer et rester insensible. Ça n'existe pas. Donc moi, quand je ne sais pas pour quelle raison, j'espère que les fameux otages vont permettre à Israël, ou la population israélienne ne va plus pouvoir supporter qu'il y ait des otages, et donc ils vont permettre d'arrêter ce massacre. Mais moi, ce conflit a politisé énormément de gamins.
énormément de gens qui n'étaient pas forcément conscients de ce que pouvait faire un acte politique. Donc c'est génial. C'est très bien que les gens soient imprégnés de ce conflit, s'informent et prennent des positions. Bien sûr, on souhaite toujours que ça reste dans le calme. Bien sûr, que ça soit dans le calme. La paix, il faut pas s'exciter. Mais voilà. Ça ne sert à rien, même si on a envie, des fois, quand on voit des choses, on a envie d'exploser. Mais notre religion nous impose ça, c'est de rester le plus calme possible et de rester toujours serein. Et puis, il faut faire avancer le débat. C'est pas en insultant. La violence verbale Donc, quand tu commences à militer, quand tu commences à dire je peux être utile en boycottant, moi, je trouve que c'est plus... Si tu es convaincu que ça peut avoir un effet, fais-le, il n'y a aucun problème. Essaie de ne pas que ce soit pas nuisible à quelqu'un qui n'a rien fait. Ne stigmatise pas quelqu'un qui n'a rien fait. Qu'il ne fait rien. Avec اللي خدام شي حاجه يقول لك اخويا انا معيش فاميله ومعيش سميتو تقول لي انت راه غتلقى خدمه راه ما يمكنش. المهم qu'il faut que ça soit efficace sans trop que ça soit qu'il y ait un impact sur notre localité. Et en plus, il faut essayer d'aider, bien sûr, participer à des associations. Il y a le comité Al-Quds Diana, qui est présidé par notre souverain et notre roi. On peut faire des dons, ça va directement à ces populations. C'est plus efficace pour moi. C'est plus efficace qu'autre chose. Et bien sûr, au lieu de boycotter, moi je trouve que c'est plus intelligent d'interpeller. Interpeller ces marques. Vous êtes leurs clients, vous êtes leurs consommateurs. Dites-leur, interpellez-les. Je suis ton client, je consomme ton produit que je trouve bien parce que je le consomme, je l'aime bien. Fais une position claire. Et je te fais confiance. Comme ça, personne ne peut venir parler à ta place. Tu es une firme internationale qui est partout. Mais est-ce que c'est par exemple au McDo de dire moi je supporte telle partie Pas support. Disent, McDo a été clair. Après, bien sûr, on ne peut pas les croire. McDo a dit quoi alors? Elle a dit que moi je n'ai rien à voir, je ne soutiens personne. Moi, je n'ai jamais financé du fric, moi, j'ai jamais financé qui que ce soit. Je n'ai jamais, c'est pas du tout dans mon board. Je n'ai pas ça. Bien sûr, tu ne peux ne pas les croire. Bien sûr. Mais tu penses que chaque marque devrait au moins tout simplement dire je n'ai rien à voir avec ça. Et après, bien sûr, moi, je suis incapable de dire s'ils ont raison ou pas. Parce que bien sûr, tu trouveras toujours quelqu'un qui dit t'es fou, ils vont pas dire qu'ils sont en train de soutenir. Mais mon gars, à un moment donné. Il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Imagine-toi à la place de lui. Il a marqué, il fait rien. Vraiment, il ne soutient pas. Et toi, tu es convaincu qu'il soutient. Mais comment, mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc, toi, s'il soutient Gaza, il devient bien pour toi. Il va devenir bien pour toi. Si soutient les Palestiniens, oui, mais il prend position. Tout à fait. Et ce n'est pas son rôle. Son rôle de l'industrie, il fait son métier. Alors, justement, est-ce que c'est à nous, en notre âme et conscience, de prendre position, d'avoir un débat? Mais moi, je trouve qu'il faut prendre... Alors, est-ce qu'on est pro-palestinien ou pro-ci ou pro-ça? Moi, je trouve que j'aime pas qu'on me mette dans des cases comme ça. J'aime bien débattre, parler des choses, dire ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord. C'est comme quand on dit est-ce que tu es de droite ou de gauche? Écoute, il y a des idées sympas ici, il y a des idées sympas ici. Pourquoi je dois être... Si je suis avec l'un, ça veut dire l'autre, c'est l'ennemi. Si je suis avec l'autre, c'est l'autre l'ennemi. C'est pas l'ennemi, c'est des convictions. Tu peux avoir des convictions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir... garder l'esprit ouvert et écouter un peu de tout, etc. Bien sûr, tu vas avoir une position. Mais sur ce conflit, sur ce conflit, on l'a dit au début. Et non, tu n'as pas besoin d'être pro quoi que ce soit. Non, il y a un colonisé. C'est de la justice. Tout à fait d'accord. Et ça, il faut que la génération a compris ça. Oui. Ce débat, il y est aussi sur le débat sur le climat. Sur plein de débats, on n'y a plus besoin de cliver. Il y a besoin de trouver des solutions. Parce que si on rentre dans le débat, ça ne va jamais se terminer. On va noyer le poisson. Voilà, c'est l'erreur qui est faite depuis 70 ans. C'est qu'on essaie de débattre sur quelque chose qui est clair. Et ça arrange ceux qui ne sont pas dans le côté de la paix. Là, on est côté de la paix, donc on leur dit, les gars, réglons une injustice par dire que c'est une injustice. Moi j'ai toujours dit, et je te remercie de m'avoir amené à ce point, mais j'ai toujours dit, avant qu'on commence à dire, à débattre de ci, de ça, tu vas prendre cette partie, je prends cette partie, est-ce qu'on est d'accord que vous êtes rentré dans un pays, vous êtes en train de coloniser un pays. Donc, qu'on soit d'accord. Après, on va le diviser. Il faut que ça soit juste pour tous les deux. Tout simplement. Il faut que, mais ils n'acceptent pas d'avoir ce discours-là. Ils n'acceptent pas. Ils appellent leur colonie des implantations. Il y a des fous qui disent que jamais un juif sera colon dans la Judée-Samarie. La Judée-Samarie, c'est... lui, le meilleur. le meilleur. Quand il a commencé à pleurer... c'est la pire défense pour Israël. Comme un gars comme ça, c'est la pire défense pour Israël. C'est-à-dire ils auraient pu trouver quelqu'un de plus raisonnable. Même stratégiquement, ils auraient plus d'impact. C'est ridicule. C'est une caricature d'un sioniste. Même pas un sioniste. Donc, et dire Judée-Samarie, donc tu utilises des termes bibliques, tu utilises des choses qui ont existé il y a 3000, 4000 ans. Donc, ils ne reconnaissent pas ça. Ils ne sont pas ils n'acceptent pas une intervention internationale. Tous les pays, tous les conflits du monde les plus récents,
Il y a eu une intervention internationale pour des casques bleus, des coalitions pour se dire, écoutez, les gars, vous allez commencer à vous massacrer. Nous, on se met au milieu. Ça y est, on arrête. Ça fait, chacun rentre sur soi et on règle ça de façon politique. On essaie de trouver une solution politique. Nous, on l'a accepté dans notre territoire, alors qu'on n'est pas censé l'accepter. C'est ça. On dirait, il n'est pas autre chose que marocaine. Donc, mais malgré tout, parce qu'on a une culture de diplomatie, une culture d'entente, d'apaisement, on se dit, on ne tournera jamais le dos à la communauté internationale. On a accepté que l'ONU vienne, la MINURSO, pour montrer notre bonne foi. Parce qu'on a, comme a dit Hassan Teni, on a un dossier solide. Quand tu as un dossier solide, tu n'as pas peur d'aller le défendre. Tu n'as pas peur d'aller le défendre. Ils savent qu'ils sont... ils ne peuvent pas aller défendre l'indéfendable. C'est la dernière pays occupant au monde. C'est le dernier cas d'occupation. Donc... Et surtout quand tu as laissé passer les plus fous d'entre vous, ceux qui parlent d'aller du Nil à l'Euphrate. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre l'Égypte, ils veulent prendre la Syrie, ils veulent prendre tout. Donc, il y a même eu on a parlé de bombes nucléaires. Donc c'est des fous. Donc ils sont discrédités eux-mêmes. Donc là, encore une fois, le Maroc, on se dit, ok, il y a qui se targue d'être une démocratie. Et une fois que vous allez dégager cela, vous allez mettre des gens plus raisonnables, des gens qui sont plus aptes à parler, on revient à la table. Mais non seulement une démocratie, mais la seule démocratie. Bref, mais ça, c'est une invention. Mais moi, ce qui est aussi intéressant de noter, et ensuite on va revenir sur l'influence des uns et des autres, c'est j'aime pas quand on prend des extrêmes, des extrémistes, pour dire, pour peindre tous les Israéliens du même brosse et de dire ah bah regarde Hada, le Premier ministre, il a dit ici, il a dit ça. Trump, président des États-Unis, il a dit des conneries énormes. Il ne représente pas tous les Américains. Donc attention de ne pas prendre des extrêmes et de dire bah, c'est ça et de stigmatiser tout un peuple. C'est le plus grand drame. C'est qu'on a la preuve, toi et moi, on utilise le terme israélien. C'est une injustice. Tout à fait. Ils peuvent se targuer de se dire je suis israélien. J'ai un Premier ministre, j'ai un gouvernement qui est d'extrême droite, j'ai un Parlement. De l'autre côté, ils n'ont rien. Non, c'est sûr. C'est ça ce qui est terrible. Le jour où tu donneras aux autres leur territoire, un État, un gouvernement, où ils auront tous les contrôles sur leur territoire. Un divorce net. Comme ça, si l'autre, par malheur, il attaque quoi que ce soit, c'est un État. La Russie et l'Ukraine. Exactement. Quand la Russie elle a attaqué, tout le monde a dit non, on n'est pas d'accord, parce que c'est un État, tu es rentré en premier, tu es agresseur. Voilà. Ça fait. Après, que tu aies des raisons stratégiques, ça vient après. Mais d'abord, tu es agressé un État souverain. Souverain, c'est l'INA. Tu ne veux pas que l'autre arrive à cet État-là, parce que sinon, c'est terminé. Et pour conclure, Hassan Teni, encore une fois, je l'ai beaucoup cité aujourd'hui, avait compris ces choses-là dans les années 70, fin des années 70-80. Quand le processus de paix avait commencé, lui, il a compris pourquoi les Israéliens, une partie d'entre eux, en tout cas, ne voudront jamais avoir une paix. Leur fondateur, Ben Gourion, avait dit... Il avait dit, c'est impossible que les Palestiniens acceptent ça. On est en train de les bouffer vivants. On leur prend un État. Ils étaient palestiniens. Ben Gourion était palestinien. Golda Meir, voilà, c'est ce que je voulais me rappeler depuis tout à l'heure, la première ministre qui avait signé. D'ailleurs, il y a un film sur Netflix qui est très bien sur l'époque d'Yala, qui s'appelle Golda. Avait dit, mais moi, elle leur a montré le passeport palestinien. Moi, j'étais palestinien. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là s'ils ne veulent pas nous détruire? Hassan Teni avait compris. Il aurait dit, ça va être très compliqué pour Israël, qui s'est constitué comme un État juif. Un État juif. Basé sur une religion. Sur une religion. Donc, et surtout, tous les juifs du monde peuvent venir et donc sont citoyens de facto. D'une part. En face d'eux, il y a une population. Les juifs au monde aujourd'hui, par date 2023, dans le monde, ils sont à peu près 15 millions. Dans le monde. Là, on est à 1,4 milliard, 1,5 milliard. Les musulmans. Nous, les musulmans, nous ne sommes pas un peuple. Le Marocain n'a rien à voir avec le musulman chinois ou l'Indonésien. On partage la même religion. On a notre histoire, notre terre, notre culture, etc. Donc on ne se considère pas comme peuple. On a une religion en commun. Romains, ils se considèrent comme peuple. C'est l'invention du sionisme que j'ai expliqué au début. Bien sûr. Au pire, au maximum, ils sont 15 millions. En face, Hassan Teni, il a dit aux Palestiniens, mais ils n'ont pas écouté. Il a dit, les gars, vous voulez le territoire, un pays, le facteur déterminant, c'est la démographie. C'est la démographie. Le nombre. Si vous faites la paix avec les Israéliens,
Parce qu'on parle d'un même territoire. Ce qui est tragique, c'est qu'on parle du même territoire. Gaza, il est à l'intérieur d'Israël, comme eux, ils la considèrent Israël. La Cisjordanie, il est dans le même... Tout ça, c'est le même territoire. Ils ne pourront jamais, parce que... Ils ne pourront jamais vous vaincre démographiquement. Parce que les musulmans, les Arabes, ont une forte démographie. Parce que dans notre façon de vivre, on fait beaucoup d'enfants. On perpétue... Mais eux aussi, les Israéliens, ils encouragent les Israéliens à faire beaucoup d'enfants. Oui, ils les encouragent. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. C'est leur drame. Et en plus, tu deviens musulman par conviction religieuse, pas par nationalité. Bien sûr. D'accord. Donc demain, tu veux devenir musulman, tu deviens musulman. Donc l'islam s'est propagé comme ça. Eux, non. Devenir juif, c'est presque impossible. C'est très, très compliqué. D'ailleurs, c'est leur façon de constituer le peuple juif et leur façon d'être juif, c'est d'être entre eux, c'est d'avoir c'est une religion qui n'est pas prosélyte. Donc, de facto, sur le territoire où ils sont, il y aura un jour, ce qui est déjà le cas, plus d'Arabes et plus de musulmans que de Juifs. Tout à fait. Donc, c'est inévitable. Donc, si tu prônes la démocratie, ce fameux État, d'ailleurs, il y a 20%. Il va être minoritaire. Exactement. Il y a, en Israël, il y a 20% d'Israël arabes, musulmans. Israéliens arabes. Donc, de facto, à un moment donné, il y a plus de musulmans que de juifs. Et par le jeu de la démocratie, ils vont gouverner. Tout à fait. Un homme, un vote. Donc, tout simplement. Donc, eux, ils ne veulent pas arriver à ces situations-là. Donc, et ces situations, c'est très compliqué de l'accepter, sauf si, je leur disais toujours, pour moi, quand des Palestiniens, ils auraient dû, à un moment donné, même d'accepter, et je pèse mes mots, de laisser un peu de côté le mot Palestine. Finalement, le nom du territoire n'est pas très important. C'est ce que tu y fais. C'est Jérusalem. Le plus important. Le territoire, qu'ils aient un pays qui s'appelle la Palestine, appelle-le ce que tu veux. Le plus important, qu'ils soient respectés, qu'ils vivent en démocratie, s'ils sont les plus nombreux, ils doivent gouverner. Mais imagine si en 1967, jusqu'à aujourd'hui, ils avaient pris ce côté-là. Ils avaient dit aux Israéliens, OK, on oublie tout. Est-ce que on vous donne, et ça, c'est Israël, mais est-ce qu'on peut vivre ici? Ils ne peuvent pas dire non, c'est une démocratie. Bien sûr. On vit. En 30 ans, il n'y aurait plus de sujet. On va l'appeler Israël, mais elle sera majorité musulmane, majorité après, on pourrait imaginer qu'il y ait des Palestiniens et des Israéliens qui se marient entre eux, etc. Ça va avoir une identité, une C'était le projet de Hassan Tchani. Ils disaient c'est une terre où il y a les trois religions saintes et ils doivent vivre et coexister, donner l'exemple planétaire que ces religions peuvent vivre et coexister, comme le Maroc. Et devenir un pays où tout le monde vit tranquillement. On ne se pose plus la question qui est musulman, qui est juif. Ils vivent sur le même territoire tranquillement. Ça fait tout le monde. Compatriotes. Exactement. Et ça, il y a qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais il est inacceptable pour eux. Pour eux, ça leur appartient. Bien sûr. C'est un territoire qui leur a été promis. Comme je dis toujours promis, mais ça ne veut pas dire qu'il a été... D'abord, dans la religion, oui, même on le dit. Mais c'est promis. C'est promis. Ça veut dire quoi la terre promise? Quand on promet quelque chose, c'est une espérance. Dans le futur, quoi. Voilà. Ça veut dire que et ça dont ils parlent eux, c'était des tribus. C'était pas un État. Des tribus d'Israël, les 7 tribus d'Israël, qu'on appelle les 7 tribus d'Israël, je pense 7 ou 12, je ne me rappelle plus. C'est des tribus. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'est des États avec des frontières, avec des armées. Donc tout peuple a le droit à avoir ça. Toi, tu revendiques le peuple d'avoir ça, mais en face, il faut qu'ils aient ça aussi. Il n'y a pas d'autre solution. Si on prend les calculs qu'on veut, s'ils pensent que ça va dégager, partir en Jordanie ou partir... Non, au contraire, ça va susciter encore plus la folie meurtrière de tous ceux qui sont autour. Bien sûr. La seule solution, c'est que ces gens-là acceptent ça. Et nous, en tant que citoyens marocains, citoyens du monde, il ne peut pas y avoir de solution à la violence si ce n'est pas le cessez-le-feu, la paix, et qu'on retombe sur des bases de négociation, que tous les pays de bonne foi viennent s'impliquer dans cette négociation. Mais arrêtez de faire croire. Ça fait tout est vu. Bien sûr. Et puis, il faut quelque chose qui soit logique, qui soit juste pour tout le monde. Exact. Sachant que, selon moi, les Palestiniens vont devoir faire beaucoup plus de concessions. Ils vont devoir avaler la couleur déjà. Moi, je suis à la Cisjordanie d'abord, comment elle est. Oui. C'est terrible. Quand tu vois la carte, tu te dis, mais comment on peut faire un État comme ça? C'est ça. Tu enlèves, pour enlever des Bien sûr. Parce que tu sais que pourquoi les gens colonisent là-bas? Parce qu'une fois que tu es colonisé, c'est la façon la moins chère d'avoir une habitation. Parce que tu es aidé par le gouvernement, par l'État, à tous les colons israéliens. Donc, comme le logement devient de plus en plus cher en Israël, c'est devenu très cher.
Donc, c'est la meilleure façon. On va à l'aventure, on va déloger quelqu'un. Voilà, ça, c'est une politique, bien sûr, forcément, d'occupation du territoire, une politique d'occupation du territoire. Et donc, ça permet à ce que. Ça rend impossible la formation d'un État. Il faut regarder, encore une fois, j'invite tout le monde à aller regarder, j'imagine que tout le monde l'a vu, la carte de la Cisjordanie aujourd'hui. Ah, bah oui, l'évolution, c'est juste incroyable. C'est impossible. Donc, au moins, ils veulent arriver à ça. Et donc, ils se disent. Ils ne pourront pas le faire. Si, ils pourront le faire. Parce qu'il n'y a pas dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, de l'humanité, un peuple occupé qui ne s'est pas libéré. Ouais. Ça n'a jamais... Sauf l'Afrique du Sud. Inévitable, bien sûr. On croyait que c'est même pas la peine. Et Mandela a été appelé terroriste aussi. Exactement. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, sauf un peuple... Hadak, c'est un vrai peuple. Le peuple palestinien, ça fait. Il est ce qu'il est. Il s'est consacré peuple grâce à cette lutte, grâce à cette résistance. Israël, s'il ne comprend pas sa survie, ça va être ou de trouver une façon de régler ce problème avec la solution de 2 États, sinon il ne sera jamais tranquille. Mais je pense que le plan, alors je ne suis pas dans les petits papiers, je ne connais pas vraiment le plan final, mais je pense que le plan, c'est de chasser les gens de Gaza Nord et puis de Gaza Sud pour ensuite filtrer les retours. Et donc Gaza, ça va être un terrain occupé. L'Arka, on va vous laisser rentrer, mais il faut filtrer. Attention, pas de terroristes. Donc on va s'occuper de cette zone. Bref. Est-ce que tu penses que donc nous, en tant que citoyens, boycott, etc., moi, je pense que ça finit par avoir un peu de... Ne serait-ce que de dire « je ne suis pas d'accord ». Après, c'est le calibre. C'est une action après simple, pacifique. À toi de dire... pacifique, simple, tu légitime. fais entendre ta voix. Exact. Mais est-ce que tu penses, souvent, il y a eu des débats, pourquoi est-ce que Mbappé et Omar Sy n'ont rien dit pourquoi est-ce que, aux États-Unis, pourquoi est-ce que DJ Khaled, qui est d'origine palestinienne, n'a rien dit. Il est silencieux, etc. etc. On s'attend, est-ce que les influenceurs et les célébrités en général, est-ce qu'on attend trop d'eux? Est-ce que c'est leur rôle de parler ou est-ce que c'est pas leur rôle de parler? Tu me disais tout à l'heure que oui, alors s'ils ont l'habitude de prendre position sur plein de trucs, pourquoi est-ce qu'ils se taisent là? Mais s'ils se sont toujours tus, c'est quelque part, c'est normal. Voilà, moi, je suis chanteur, je suis pas là pour donner mon avis. Je suis comme tout le monde, je suis choqué, je suis meurtri quand je vois des corps, quelles que soient leurs origines. Mais c'est pas mon rôle de parler. Ou est-ce que tu penses que, comme c'est des leaders d'opinion, quand même, ils influencent les gens, sinon ils feraient pas des pubs. Quand tu vois Tom Cruise, par exemple, s'il fait une pub pour la Fiat 500, je suis sûr que les ventes de la Fiat 500 vont monter. Et pourtant, Tom Cruise, il connaît pas le moteur, il est pas mécanicien pour te conseiller, mais son statut de célébrité influe sur le peuple. Est-ce que tu penses que c'est leur rôle ou pas? Alors moi, pour le coup, le côté de l'implication, la prise de position, je peux comprendre l'attitude de ceux, parce qu'il y a tout à perdre. Il y a tout à perdre. C'est certain. Quelle que soit la cause que tu vas défendre. Parce qu'une star, un chanteur, un artiste, il est aimé. Oui. Il est détesté quand il ne plaît pas à une certaine catégorie. Mais il ne fonctionne que par l'amour, que par l'adhésion. Alors, quand on prend l'exemple de DJ Khaled, il est là pour donner du plaisir aux gens, de les faire danser, de leur donner du kiff, de se montrer comme une star qui vit dans un environnement toujours beau, toujours... les acteurs, pareil, sont là pour nous faire rêver. Quand ils décident par eux-mêmes de s'engager, déjà, je trouve ça très louable. Parce qu'ils vont se... Ils n'ont que des coups à prendre. Exactement. Ils ont des coups à prendre. On le voit aujourd'hui aux États-Unis. Beaucoup d'acteurs qui ont pris position, forcément pour les Palestiniens, se sont fait ou jeter ou enlever des contrats et tout ça. Donc, c'est compliqué. Moi, je dis, c'est très simple. Celui qui s'engage, il assume les conséquences. Mais celui qui ne s'engage pas, je lui en veux pas. Parce que je me dis, il a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, c'est son métier. Moi, quand je m'engage, je ne crains pas grand-chose. Je suis citoyen, je ne crains pas grand-chose. C'est-à-dire, je extrais mon avis, mon boulot ne va pas être impacté, ni quoi que ce soit, surtout ici. Okay? Quand mon métier est de fédérer et d'avoir du public, sans se soucier qui est juif, qui est musulman, qui est pro-palestinien, qui est je ne sais pas quoi, je suis censé jouer pour tout le monde. C'est tout à ton honneur. C'est ça l'art. L'artiste ne choisit pas son public. Quand je fais une chanson, c'est l'écouter par un musulman, un juif ou quoi que ce soit. Pour moi, au contraire, je suis dans la paix, dans l'amour et tout. Donc, s'ils prennent position sur cesser le feu, arrêter le massacre, d'ailleurs, c'est ce que font la plupart,
ils auront toujours quelqu'un qui dira « Ouais, mais tu viens de parler, tu n'as pas pris position pour ce qu'a fait Hamas. Hamas était abject et tout ça. » Tu rentres dans cet engrenage. Tu rentres sur un terrain qui est compliqué parce que tu le maîtrises pas. C'est ce qu'a fait Karim Benzema. Karim Benzema s'est exprimé juste en disant « Ce qui se passe en Gaza, c'est des innocents qui meurent. » Il s'est fait massacrer sur BFM. Même pire que ça, on lui a dit il faut lui enlever la nationalité. On a dit qu'il était soutenu par les frères. Le ministre de l'Intérieur, qui est censé être le mec le plus informé. Darmanin, je sais pas quoi. Darmanin, qui est censé être le mec le plus informé de France, a dit qu'il était. Faisait partie des frères musulmans. Donc quand tu dis ça, une accusation comme ça, tu dois avoir la preuve pour le faire. Qu'il fallait lui enlever la nationalité. C'est une aberration. Et on lui a même reproché de ne pas avoir tweeté pour Samuel Paty. Donc même quand tu dis pas, on te reproche de ne pas avoir dit, de ne pas pris position. Donc en fait, il y a que des choses. Tu pourras jamais gagner. Tu pourras jamais gagner. Sauf que ceux qui s'impliquent, effectivement, il y a une grande, je pense qu'elle s'appelle Huda Beauty, elle produit du maquillage qui est très connu dans le monde et qui est marocaine. Non, qui est, je pense, alors je ne connais pas la nationalité, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est orientale, mais qui est du Proche-Orient. Exotique. Les filles la connaissent. Les filles connaissent parce que ce maquillage est très connu. Elle a pris position pour les Palestiniens. Apparemment, elle a perdu beaucoup d'argent. De contrats, mais elle finance même elle-même. Bella Hadid, la mannequin. Oui. Elle est d'origine palestinienne aussi. Elle a pris des. Donc, moi, encore une fois, je trouve que c'est louable, c'est courageux. C'est bravo à Elihom, parce qu'ils assument les conséquences. Celui qui ne parle pas, ne l'incriminez pas. Je suis d'accord. Ne l'incriminez pas, parce que, encore une fois, tu dis je vais parler. J'ai mon avis à moi, qui n'est pas forcément partagé par ceux qui me regardent, mais moi, encore une fois, vous me regardez que c'est quand la même chose pour la vie privée. Il y a des artistes qui refusent de partager leur vie privée. Et on leur en veut des fois. On ne sait pas qui c'est leur femme, qui c'est leur... Mais si ils te disent, moi, mon gars, je présente un métier, je suis connu pour ce que je fais. Je suis artiste, je suis footballeur. S'il te plaît, contente-toi de ça. Si je commence à prendre position pour ce conflit, c'est terminé. C'est-à-dire que je dois prendre position à chaque fois qu'il y a quelque chose. Donc celui qui le fait doit assumer. Par exemple, Mbappé, pourquoi on lui en veut ? Parce qu'il est beaucoup engagé sur ce qui s'est passé en France pour les violences policières, pour les trucs comme ça. Maintenant, on l'attend en tournant. Sur ce conflit, il ne s'exprime pas parce qu'on a forcément ses conseillers lui ont dit, gars, tu dis rien. Notre gars de Malhama national, c'est Jamel Debbouze. Et je comprends leur démarche. Alors, est-ce qu'ils se sont exprimés ? Non, du tout. Parce qu'ils ont tout à perdre. Quelqu'un comme Gad, qu'on connaît tous, le gars, c'est l'incarnation de la paix, de l'amour et de la tolérance et tout ce que tu veux. C'est notre frère, c'est notre... Tout à fait. Et j'imagine que le gars, quoi qu'il dise, par contre, il y a un exemple très, très courageux. C'est Kev Adams. Kev Adams s'est exprimé dans une émission française chez Cléa Salamé. Bon, il était sur le plateau pour défendre un film, rien à voir avec ça. Forcément, c'était en pleine actualité. On va l'attaquer avec cette question. Il a été exemplaire. Il a dit, moi, je vous dis très clair, je me fais insulter par des Juifs parce que je n'ai pas pris position. Je me fais insulter par les Arabes parce que je ne dénonce pas ce que fait Israël. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je pleure depuis le 7 octobre. Je pleure tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Je vois des gens se faire massacrer, je vois se faire tuer, je vois de la haine, de la violence. C'est pas ça. C'est moi, pas en tant qu'humain, voilà, pas possible. C'est la vie que je peux te donner. Qu'est-ce que vous nous demandez Qu'est-ce que vous nous demandez De demander celui qui tue le moins, celui qui tue le plus, et faire des chiffres. Qui a raison de tuer Personne n'a raison de tuer. Je suis dévasté. Je suis dévasté par ce qui se passe. Je demande que ça s'arrête. Point. Et même ça, il va se faire prendre, il va se faire insulter. Il va se dire, ah non, toi tu veux faire ça, alors que... Non. Donc... Moi, je trouve que ce n'est pas leur rôle quand ils ne choisissent pas de le faire. Ça fait. Quand ils choisissent de le faire, ils doivent assumer les conséquences. Donc, mais encore une fois, je ne stigmatiserai pas quelqu'un qui ne prend pas position. Parce que je comprends parfaitement que c'est compliqué. Ouais, on a un podcast qui va être vu par une centaine de personnes où on en a discuté pendant... Je veux dire, même face à des amis. Moi, je discute avec des amis qui, des fois, ne comprennent pas que je sois... tempéré, que je dise des trucs, non, tu es un vendu. Pourquoi je suis une pincée de sable dans ce qu'est mon environnement. Et je me suis exprimé bien après les attaques, en faisant une petite vidéo sur l'histoire du panda. Mais je me dis, mais gars, je préfère discuter que de faire un post. Mais est-ce que tu as eu des retours un peu hostiles ? Oui,
oui, bien sûr. Pas hostile, non. Ça, mais du genre, des désaccords. Des désaccords, on m'a appelé au téléphone, me dire, pour le boycott, par exemple, on m'a dit, là, il faut que tu dises qu'il faut boycotter, ou c'était un peu pas très organisé dans leur tête, parce que c'était au début. Parce que c'est des sentiments. Ils m'ont dit, voilà, non, regarde, McDo, il réchauffe maintenant. Écoute, là, mais si ce que je viens de dire, si tu boycottes une marque alors que finalement elle n'a rien à voir avec ça, c'est de l'injustice. Moi, je veux pas. Non, de toute façon, il y a quelqu'un qui m'a dit, tout ce qui est américain, il faut le boycotter parce que les États-Unis soutiennent Israël. Mon gars, oui, ça se tient. C'est des raccourcis. Ça se tient. Je veux dire, ok, mon gars, ça se tient. Je veux bien. Je veux bien, mais viens, on en discute. Non, c'est complexe. Viens, on en discute. Moi, j'aimerais bien que tu viennes et qu'on s'assoie et qu'on prenne un café, qu'on en discute. C'est plus sain. C'est plus sain parce que je n'ai ni raison ni tort, moi, dans cette histoire-là. Moi, je suis comme vous. Je suis démuni. On est dépassé un peu. On est dépassé. J'aimerais bien aider. C'est ce qu'on a vu. Goutlem chauffe la différence entre ce conflit et ce qu'on a vécu avec le séisme. Je me suis jamais senti aussi utile pour mon pays que pendant le séisme. Parce que j'ai pu tout de suite aider. J'ai pu tout de suite sortir, acheter de la bouffe, aller aider une association, participer à l'organisation, communiquer, organiser, participer. Je vois que le travail qu'on a fait, une centaine de personnes va remplir un camion, ce camion va aller... Donc tu te dis, ouais, putain, je suis... Vraiment, j'aide mon pays, acteur, et je vais aider mon frère qui est en train de souffrir. Donc là, il n'y a pas de... Non, je ne peux pas, Smitho. Mais là, tu me demandes de faire des choses qui me dépassent et qui me... Et encore une fois, je ne dis pas que tu as tort ou que tu as raison. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire, j'admire les gens qui sont convaincus, qui font des choses pacifiquement. Bravo, je dis, ma façon de participer à ça, c'est de discuter, c'est de comprendre. Si je vois qu'il y a une efficacité et que je le ferai sans aucun souci, sur le long terme, je ne sais pas. Moi, à boycotter une marque qui ad vitam aeternam et qui, à un moment donné, va me dire grâce à ton boycott, j'ai changé de politique. Alors, je ne soutiens pas. Donc, finalement, elle avoue qu'elle soutenait alors que je ne vois pas une marque venir dire. Je ne connais aucune marque qui a soutenu officiellement l'armée d'Israël. Tout à fait. Et il va le faire de toute façon en sous-main. Et il y a des marques aujourd'hui qui soutiennent Israël, vous n'en êtes même pas au courant que vous êtes en train de consommer. Tout à fait. Non, bien sûr. Après, ce que les gens font avec leurs fonds... tu ne veux pas le contrôler. Mais moi, ça me ferait mal au cœur de faire mettre au chômage des gens qui sont à côté. Tout à fait. Donc, c'est compliqué. Et encore une fois, je dis, je ne sais pas, pour ça que j'ai raison ou tort. Discutons-en. Des gens peut-être plus informés que moi, je sais qu'il y en a beaucoup au Maroc, qui communiquent, qui expliquent, qui ne donnent pas des choses comme ça abruptes. La marque, faites ci, faites ça, boycottez ci. Voilà, la marque, on vous dit, quand tu me mets une liste de 50, 60, 100 marques, quelles sont vos sources, qu'est-ce qui se passe, il faut nous expliquer le principe, etc. Bon, écoute, voilà, je pense qu'on a fait plus que le tour. Là. On a fait le tour de la question. Malheureusement, on a un tout petit peu vu un peu de la surface. On est passé très rapidement sur certaines choses. Mais en même temps, c'était un peu les limites de nos connaissances et voilà, on a donné nos avis. J'imagine que beaucoup de gens ont exactement envie de faire la même chose. Tout à fait. On l'a fait en filmant et en enregistrant, mais ce débat... Mais on encourage les gens à participer, Moi, je dis aux gens, ces débats. Réunissez-vous, faites des repas, faites des posages, discutez. Discutez. Restez pas devant un écran. Tout à fait. Restez pas devant un écran, parce que devant un écran, votre santé mentale va en prendre un coup. Ouais, moi, j'ai passé beaucoup de messages à mes amis. Je leur dis, quand je les vois, j'ai des amis mais qui partagent mes 50 vidéos par jour sur la même chose, le massacre et tout ça. Et je leur dis, pour vous déjà, pour vous, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, il faut que cela soit dénoncé. Cela soit dénoncé tous les jours. J'imagine que maintenant, vu le niveau de partage, c'est mondial. Mais pour votre santé mentale, ne vous infligez pas des choses, surtout quand vous êtes impuissant. Encore une fois, je vous donne l'exemple du séisme. Chaque fois qu'on partageait, des fois, on a sauvé des vies en partageant. Parce qu'il y avait des villages que personne ne connaissait, où ils n'avaient pas encore reçu. Une fois qu'on a vu la vidéo, on en a partagé et quelqu'un dit moi je peux y aller, moi je peux dire à l'association. Donc c'était incroyablement efficace. Bien sûr. Là, partager de la mort, de la tristesse, de la tragédie tous les jours, il faut le faire parce que ce conflit ne doit surtout pas être oublié. Il faut que ça cesse. Mais faites attention à votre santé mentale. Alors, votre cœur, votre cerveau ne peut pas assumer comme ça autant d'émotions, autant de choses négatives. Vous avez une vie, vous avez des enfants, vous avez une vie, une vie normale, sociale. Ça crée une anxiété. Et surtout, il n'y a pas pire que le sentiment d'impuissance. Et donc, ce n'est pas le but. Un Palestinien, moi j'ai vu des vidéos extraordinaires, surhumaines. J'ai vu des enfants
en plein, là-bas, à Gaza, en train de s'amuser, en train de jouer, en train de rigoler, en plein bombardement, pour dire que l'humain n'est pas capable de soutenir une tension mauvaise pendant... On doit s'évader. Lui-même a besoin à un moment de rigoler, de sourire. J'ai vu la vidéo avec Bono qui est incroyable, un enfant de toute beauté. Donc eux-mêmes ont besoin de savoir que nous aussi, on est avec eux, mais de tout temps, de toute heure, 24 heures sur 24, mais c'est en se protégeant qu'on devient encore plus efficace. Parce que quand tu prends des pauses et quand tu te dis, bon, je vais m'occuper l'esprit pour que je sois encore plus efficace, parce que réfléchir est plus important que de s'émouvoir. Bien sûr. Surtout réfléchir. Il faut penser, agir avec le cerveau et pas avec le cœur, parce que parfois, c'est vrai qu'on est dans les sentiments, on est en train de... Et ça crée des réactions qui sont un petit peu... Bien sûr. Tu sais qu'un gamin qui est en train de se faire massacrer, et tu vas aller vers la facilité. Tu vas commencer à détester des gens qui n'ont rien à voir avec ça. À créer de la haine. C'est ça, sur les réseaux, etc. Et avoir des raccourcis comme eux, ils sont en train de faire. Et tu tombes dans leur piège. En fait, non. Il faut essayer de rester le plus lucide possible, soutenir le plus possible, trouver des moyens de le faire. Et discuter. Parler, discuter. C'est très important. Dans notre génération aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans notre époque, on est plus consommateur qu'acteur. Il faut qu'on devienne plus acteur. En tout cas, envoyez des messages, commentez si vous avez des commentaires, que ça reste un petit peu, restons courtois, restons polis. Bien sûr, ça, moi je compte sur ceux qui nous regardent. Bien sûr, essayez de partager des débats si on s'est gouré, s'il y a des précisions à apporter, allez-y, on va lire vos messages et vos commentaires. Et encore une fois, on n'est pas censé, on n'a pas du tout, on se prétend pas avoir la vérité vraie, au contraire. Du tout. Nous, ça nous a fait plus de bien qu'autre chose. C'est exactement ça. Notre but, c'est de venir... se libérer un peu, vider notre sac et comme si on était dans un posage avec plusieurs centaines de personnes et on fait passer le micro et j'espère qu'on a évoqué tout ce qu'il fallait évoquer dans ce genre de... Bien sûr. Et s'il y a des choses intéressantes que vous voulez évoquer, n'hésitez pas à le faire sur les commentaires. Commentez, followez, subscribe, etc. Et blablabla. Merci les gars. Merci. Ciao. À bientôt. Au revoir.